Alors, rebonjour, bonjour ou rebonjour à tout le monde, puisque là, il y a eu une petite pause pour le déjeuner. Nous avions commencé la journée de webinaire à 11 heures avec l'intervention de Bernard Prat-Desclos. Nous la poursuivons désormais à partir de maintenant et l'intervention du début d'après-midi qui sera celle de Benoît Fernandez-Rioux. Et on fait un non-stop jusqu'à 18 heures. Donc, tous les intervenants vont se succéder avec un temps de parole, dirons-nous, d'une heure maximum, plutôt d'un peu moins, d'une grosse cinquantaine de minutes, pour laisser le temps à la fin de l'intervention, sur les 10 dernières minutes, de poser les questions et tout, donc de concentrer vraiment l'intervention sur 10 minutes. Et s'il y a vraiment des points de blocage pour vous en cours de webinaire, n'hésitez pas à faire des remarques. Sinon, concentrez plutôt vos questions sur la fin de l'intervention. Donc voilà, je souhaite la bienvenue à Benoît et je lui laisse sans tarder la parole. Oui, bonjour, merci. Bonjour à toutes et à tous et merci Alain. Merci Alain donc d'organiser cet événement effectivement où j'ai la chance donc de vous présenter mon approche et puis plus particulièrement mes livres qui résument un petit peu cette approche. Euh, donc effectivement, vous avez eu la chance d'avoir eu Bernard ce matin et vous allez enchaîner avec Amélie cet après-midi, également Philippe et puis Wim et Eric qui devrait clôturer la journée. Donc c'est vraiment un événement assez exceptionnel puisque ça permet de voir différentes façons d'intervenir, différentes façons d'analyser surtout et donc différentes approches dans l'absolu. Alors la mienne est plus particulièrement adaptée aux devises, marché relatif, qui n'est pas un marché absolu comme le marché des indices, des actions, des commodités, c'est un marché de ratio, on compare toujours une devise face à une autre, et donc on a besoin pour cela d'être, j'ai envie de dire, non biaisé au niveau du mouvement de fond long terme, puisque on est sur des points d'équilibre, des points pivots en quelque part, et il faut toujours se dire que finalement une devise de contrepartie peut prendre le dessus, mais la devise de base peut également à tout moment prendre le dessus. Donc on est sur une bataille comme ça entre deux zones économiques, deux devises qui représentent ces zones économiques et qui à chaque instant peuvent gagner par rapport à l'autre. Et ça, c'est très important pour avoir une approche, moi, que j'appelle robuste, puisque c'est une approche qui n'est pas dédiée à uniquement le fait que les indices vont monter ou que on arrive sur un crash et donc une catastrophe qui va faire un deleveraging voilà, de tout ce qui est en place au niveau notamment d'une bulle potentiellement. Donc on est sur des marchés robustes et il faut donc une approche robuste. Et c'est ce que je vous propose et c'est ce que je décris dans mes livres. Alors avant d'aller plus loin, je me présente donc auteur de ces deux livres hein, que vous avez en haut à gauche et en haut à droite. Alors en haut à gauche, c'est le Forex, le marché donc, dont je parle, et le livre en haut à droite, Le trader privé, qui parle justement de cette approche basée sur les trois piliers. Donc quels sont ces trois piliers? Eh bien, le premier pilier, c'est une méthode. Il faut absolument avoir une méthode, évidemment. Et cette méthode, c'est ce que généralement vient rechercher tous les nouveaux venus sur les marchés. La méthode, la méthode, la méthode. Et ils pensent généralement que le Graal est dans la méthode, alors que pas du tout. Le Graal n'est pas dans la méthode. Évidemment, la méthode est nécessaire, elle est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Il faut absolument avoir du money management couplé à cette méthode. Et donc, ce money management, c'est le second pilier qui est très important et qui, en quelque part, par rapport à la méthode, est beaucoup plus simple puisque on est sur des règles entre guillemets mathématiques, alors qu'au niveau de la méthode, on est sur une évaluation, donc quelque chose qui reste quand même subjectif, bien qu'on essaye d'être le plus objectif possible, et on verra ça après. Mais sur le money management, il n'y a pas de subjectivité possible. On est vraiment sur des règles strictes, des règles mathématiques, des règles cartésiennes,
Et le money management est la ceinture de sécurité en quelque part qui nous protège en cas de sortie de route ou de taux froissé. Voilà. L'idée étant que des airbags se mettent en route ou qu'une ceinture de sécurité nous protège d'être éjecté. Donc le money management, c'est le second pilier, mais une méthode uniquement basée sur du money management n'est pas non plus suffisante, hein. On a quand même besoin d'être directionnel et donc il faut absolument avoir quand même une qualification et même une quantification du marché pour avoir une opinion et donc ensuite prendre une direction. Le money management, on a des méthodes parfois basées uniquement sur le money management, mais ce sont des méthodes dites non directionnelles. Ce sont donc des méthodes qui généralement sont basées sur uniquement les probabilités et la volatilité. Et ça, bon, ce n'est pas moi ce que je vous expose hein, dans mes ouvrages, notamment le trader privé. Dans ce livre-là, j'expose bien quelque chose qui est discrétionnaire, directionnel et qui est basé sur une conviction. Donc on prend un risque et ce risque, on doit le limiter grâce au money management, qui est donc la gestion du risque, justement. Et tout ça n'est rien si on n'a pas le mental, puisque je l'ai dit, on est discrétionnaire et on n'est pas basé sur un trading algorithmique. On n'est pas, voilà, ce ne sont pas des robots hein, qui prennent qui ouvrent les ordres ni qui prennent les décisions, c'est bien notre cerveau en quelque part, et donc on doit évaluer tout ça avec voilà, notre appréhension face au risque, notre expérience face au marché, et puis surtout face à nos, j'ai envie de dire, nos peurs, nos désirs et également nos biais que l'on a tous. Alors il faut essayer de les limiter au maximum et c'est ce que je détaille notamment dans ce chapitre, hein, qui est donc le troisième pilier et qui pour moi est le pilier même indispensable, puisque en fait les trois piliers sont à pondérer à terme de façon identique, mais quand on commence dans son cheminement, il faut absolument pondérer le mental de manière plus forte. Alors après, ça dépend évidemment de chacun. Parfois, ça dure pas très longtemps puisqu'on est déjà assez bien câblé. On va dire les choses comme de cette façon. Parfois, c'est plus difficile. On vient de plus loin et on a besoin donc d'avoir une pondération plus forte pour le mental, pour le comportemental en quelque part. La gestion des risques est quelque chose qui est un peu austère, donc et donc c'est quelque chose que l'on n'a pas envie forcément de mettre en avant, et c'est pour ça qu'il faut le pondérer tout de même de manière prioritaire par rapport à la méthode dans un premier temps, puisque la méthode c'est ce que l'on vient chercher, comme je l'ai dit au début, et donc c'est la chose la plus facile finalement à appréhender, puisque c'est la chose, c'est le domaine sur lequel nous sommes le plus motivés par définition. Donc, dans un cheminement, commencer par pondérer au maximum le comportemental, puis la gestion du risque, puis la méthode. Et ensuite, avec le temps, vous équilibrez le tout et logiquement, tout doit avoir le même, le même niveau en fait d'importance. Alors la maîtrise comportementale, donc je l'ai dit, hein, tout se passe dans le cerveau, et vous voyez qu'on commence par ce pilier, puisque je suis cohérent, je préconise donc de bien commencer par travailler sur cet aspect. C'est d'ailleurs le premier chapitre, hein, le premier grand chapitre en fait de l'ouvrage. Et donc, on doit surtout s'attacher à éviter les biais cognitifs, parce qu'on en a tous des biais cognitifs, on a tous eu des effets d'optique ou eu des croyances ou parfois des évaluations qui peuvent être faussées. On a aussi tendance à avoir un, comment dire, une évaluation relative avec voilà, notre outil qui est notre cerveau, puisque de fait, on n'est pas des robots, donc on n'est pas dans l'absolu. Et à ce moment-là, en fonction d'un passé plus ou moins récent, mais de manière générale, un passé récent et a une plus forte pondération
et un plus fort impact sur notre évaluation du moment. Et donc, en fonction de ça, on peut être biaisé. Donc, il faut absolument éviter ces biais cognitifs. Et, et pour éviter ces biais cognitifs, il y a tout un travail, notamment sur l'observateur externe, hein, qui est une façon de faire que je n'ai pas inventée, mais moi, qui est classique, mais qui permet voilà, de poser une sorte de caméra de surveillance sur nous-mêmes pour éviter justement ces biais. Et puis, on doit faire un reset avant chaque analyse, voilà, notamment quand on est voilà, plutôt en swing ou plutôt en day, en intraday. Et ça, c'est quelque chose qui doit être fait absolument. Et ça permet de préserver sa zone de confort. Donc on reste dans quelque chose du coup, dans une sorte de bulle, grâce à ça, qui est neutre, qui est équilibré, qui est impartial, et qui fait que on pondère toute l'information que l'on a au maximum, même si l'information ne nous plaît pas, même si l'information ne va pas dans notre sens, il faut la prendre. Et quand on accepte ça, eh bien on reste dans une zone de confort, puisque on est sur une sorte de mécanisme et de routine voilà, qui se met peu à peu en place. On doit rester aussi au maximum dans sa zone de confort en ayant évidemment euh, ben, une analyse sur des choses que l'on connaît. Et donc, moi, je plutôt conseille à tout le monde de rester sur des marchés qu'il maîtrise, qu'il connaît. Évidemment, au début, on doit un petit peu butiner, puisqu'on se cherche, et ça, c'est bien normal. Mais à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle la zone un peu démo slash prototype, démo proto. Donc on est sur des moments où finalement on n'engage que peu, voire pas du tout de capitaux. Et à ce moment-là, on recherche un petit peu, on se cherche soi-même. Est-ce qu'on est voilà, est-ce qu'on a un affect plus particulièrement sur tel ou tel marché, hein, sur les commodités plus particulièrement, ou sur les actions, par exemple françaises, ou si on a des liens avec, je sais pas, la zone asiatique, des actions japonaises, par exemple, ou des actions, pourquoi pas coréennes. Et si on est sur le forex, est-ce qu'on est plutôt enclin à travailler des paires majeures ou des paires, pourquoi pas exotiques ou mineures, pour peu qu'on ait pas mal d'informations, et qu'on ressente un petit peu ce qui se passe sur ces pays qui ne sont pas toujours mis en avant au niveau des informations, hein. Et notamment, on doit par exemple avoir un travail supplémentaire de recherche sur certaines zones économiques ou sur certains pays. Donc en fait, il faut rester dans sa zone de confort, faire ce que l'on connaît. Et pour faire ce que l'on connaît, il faut déjà commencer par se rechercher. Alors il ne faut pas aussi succomber aux 7 péchés capitaux. Moi, je les ai qualifiés comme ça, notamment l'orgueil, parce que il faut pas tomber dans l'orgueil, hein. Le marché est très violent. Il nous remet à notre place. Parfois, on peut faire une série de 3-4 gains d'affilée, on est très satisfait, mais en fait, c'est pas pour ça que le sixième sera gagnant. Et à ce moment-là, voilà, on doit mettre notre part d'ego de côté. On doit être fier de ce que l'on a fait, mais on ne doit pas tomber dans l'orgueil. Donc, il ne faut pas se sentir invincible. Il ne faut pas non plus se sentir supérieur aux autres. Ça, c'est très important pour le long terme, notamment. La naïveté aussi, il ne faut pas tomber sur les pièges faciles, sur l'argent facile. On a récemment eu voilà, des exemples assez flagrants au niveau des cryptos, où, comme à l'époque des dot-com, il y a 2 décennies, où on achetait n'importe quoi et ça montait. Là, la bulle se dégonfle, des exchanges font faillite, ça perturbe un peu l'écosystème. C'est pas pour ça qu'il est mort, évidemment. Il se nettoie naturellement. Comme à l'époque des premiers dot-com, il y a eu un bon nettoyage, et puis ensuite on a eu une sorte de Web 2.0 qui est apparu. Donc on risque d'avoir ça également sur le marché des cryptos. Il va falloir passer quelques mois difficiles, quelques peut-être petites années difficiles. En tout cas, en ce moment, les séances sont difficiles, c'est sûr.
Donc la naïveté, voilà, toujours rester très prudent, notamment sur les nouveautés, notamment sur ce que l'on ne connaît pas, et puis toujours se garder des promesses de rendement un petit peu trop magiques pour être vrai. Hein. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, comme on dit, donc gardez bien ça à l'esprit et restez sur voilà, des rendements au potentiel entre guillemets raisonnables. La paresse aussi, la paresse c'est un péché capital assez, comment dire, assez particulier parce que la paresse, en fait, elle est nécessaire et vous devez la rechercher. Mais vous devez la rechercher non pas en étant, en tombant dedans à bras ouverts, comme c'est entre guillemets facile de le faire au début. Vous devez surtout le faire par la recherche de l'efficience, c'est-à-dire par une sorte de routine, de mécanisme, comme on l'a dit en introduction, que vous mettez en place. Et à ce moment-là, la paresse, bah, c'est normal puisque vous la recherchez, vous cherchez des raccourcis, des shortcuts finalement à votre approche. Et peu à peu, avec l'expérience, c'est ce qui va faire que vous allez faire la même chose que précédemment, mais avec moins d'efforts, avec moins de ressources et moins de temps passé. C'est la paresse, entre guillemets, que vous allez rechercher, mais la paresse qui consiste à ne pas analyser et puis à prendre comme ça au feeling, ça, il faut absolument l'éviter. L'impatience, ça c'est également un péché un peu mortel dans cette activité, puisque l'impatience, notamment quand on est swing trader, on, on la prend assez facilement, entre guillemets, mais il faut se restreindre. Il faut pas faire voilà, d'overtrading. Il faut bien prendre des positions qualifiées, des positions dont on n'est jamais sûr à 100% évidemment, mais dont on est quasi sûr, ou en tout cas, où après coup, si le stop était pris, ben, on n'aurait aucun regret, parce que de toute façon, le marché, à un moment, à force voilà, de baisser, il y a un point bas qui est trouvé, et c'est à ce moment-là qu'on peut prendre position. À force de monter, il y a un point de saturation qu'on appelle résistance. Donc c'est ça que l'on attend. Mais quand le train est déjà parti, on n'essaye pas de le rattraper. C'est mortel. La peur. Alors la peur, c'est également, alors c'est pas mortel parce que là, pour le coup, au contraire, ça nous protège. La peur, c'est quelque chose qui nous protège, mais le problème, c'est que ça nous rend, sur le temps long, bah, peu rentable puisque de fait, on ne fait rien. On ne fait plus rien avec la peur. Donc il faut faire attention. Il faut quand même, continuer à se entre guillemets «forcer» à prendre, position. Évidemment, on peut réduire ce que j'appelle le Pmax sur le money management, c'est-à-dire l'engagement. Et ça va nous permettre de repartir en mettant que peu de risques finalement sur le tapis. La colère, alors ça il faut absolument l'éviter, la colère, c'est un signe de non-maîtrise de soi et le problème c'est que sur les marchés, on ne se bat pas contre les autres, hein, c'est ce que l'on croit, mais en fait on se bat contre soi-même avant tout. Le marché n'a que faire de nous, donc de toute façon c'est surtout notre maîtrise qui va être importante, hein. Maîtrise surtout, hein, la peur, l'impatience, la paresse, la naïveté, l'orgueil, mais également la colère, puisque ça ne sert strictement à rien de s'énerver quand on a perdu ou quand on a raté une opportunité, puisque de toute façon, ce qui est fait est fait. La cupidité, ça c'est également un travers. Bon, on sait pourquoi on est là, donc c'est naturel qu'il y ait forcément un petit peu de ça, mais la cupidité à outrance fait que voilà, on va absolument vouloir le pips de trop. Et ça peut être bah, destructeur parce que si ça ne vient pas, le marché se retourne. Voilà, PNL, notre PNL potentiel bah, diminue. Et ça, c'est très difficile ensuite de vouloir cliquer sur la souris, alors qu'il fallait le faire même sans être cupide, avec un pips de moins. Donc voilà, la cupidité, essayer de sortir quand le marché ne vous donnera plus rien, mais pas quand vous voulez absolument avoir tel résultat. Il ne faut pas non plus, évidemment, la cupidité, vouloir des sommes démesurées. Il faut toujours mettre en regard de notre capacité quelque chose de raisonnable en face.
Voilà pour le comportemental, hein, l'essentiel. Donc c'est l'essentiel de mon approche, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont détaillées dans l'ouvrage. Sur le deuxième pilier, la gestion du risque, donc quand tout va mal, il y a quand même une chose à dire avant tout, avant de parler du risque de marché, c'est qu'il y a trois grands types de risques. Et la première, c'est le risque opérationnel. Donc ça, c'était vrai il y a, voilà, il y a 10-20 ans. Aujourd'hui, ça l'est moins parce qu'on a du réseau partout, on a des bonnes connexions, on a du bon matériel, on n'est plus voilà, sous des Windows qui plantent et sur des connexions avec du modem poussif. Donc le risque opérationnel, voilà, se restreint vraiment au fur et à mesure que le temps passe. Mais cependant, on voit bien que cet hiver, on nous parle de coupure électrique, donc attention, le risque opérationnel peut revenir, donc pensez aux onduleurs. Le risque de contrepartie, ça c'est plus délicat. Après 2008, on avait pas mal de faillites, notamment de brokers. Donc ça c'est quelque chose qui voilà, est un peu oublié depuis, mais qui pourrait revenir si on avait une crise systémique qui apparaissait de nouveau. Donc, et on le voit bien sur les cryptos, le risque de contrepartie est clairement engagé selon où on a mis nos fonds. Donc attention, le risque de contrepartie, c'est quelque chose comme le risque opérationnel où on a tendance un petit peu à l'oublier, mais qui peut revenir parfois sur des sous-segments ou à des moments voilà, un peu tendus. Quant au risque de marché, bah, c'est l'essentiel de ce que l'on travaille, hein, on est là pour ça. Ce risque-là, c'est ce risque qui malheureusement bah, nous fait perdre et il nous fait une equity curve qui ne va pas forcément dans le sens que l'on souhaite. Et donc il faut travailler le marché notamment à perte constante. En tout cas, c'est mon approche. Il y a d'autres approches. Il y en a qui ne font pas comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, mais par contre, il faut que le reste soit cohérent. Moi, j'ai une certaine cohérence avec toute l'approche, et donc je vous je préconise de travailler le marché à perte constante. Dit autrement, peu importe le niveau de stop, on va toujours perdre la même perte maximum, donc le Pmax, sur un capital engagé. Capital engagé n'étant pas forcément le déposit, hein. Quand on est sur des marchés à marge, typiquement comme le FX, on est sur voilà, du déposit qui n'a pas ou peu de choses à voir avec le capital engagé potentiel et qui lui-même peut être même réparti sur plusieurs brokers, hein. Donc voilà, ce qu'il faut surtout, c'est travailler à perte constante par rapport à par rapport à un capital en fait. Il faut évidemment préparer son plan de trade et dès le début, avant même d'initier la moindre position, il faut déjà avoir une idée de où on sort. Où on sort par le bas, donc ça c'est entre guillemets la stop d'invalidation que vous connaissez bien. Où on sort par le haut également, même si on peut pousser voilà, au-delà. Mais il faut au moins avoir ce TP voilà, au moins en tête et le SL, là pour le coup, vraiment sur le carnet, parce que notamment en swing, on n'est pas toujours devant. En day trading, on n'est pas non plus à 100% les yeux rivés sur le moindre ticks. Donc de fait, il faut quand même mettre le SL. Il n'y a que les scalpers qui peuvent se permettre, entre guillemets, de ne pas avoir de SL, qui le font. Mais ça, c'est une autre approche. Moi, je ne, je ne, voilà, je ne rentre pas dans cette approche, hein. C'est plutôt une approche dédiée, comme je vous le disais, intraday slash swing. Il faut aussi avoir une sortie temporelle. Ça, c'est important parce qu'on oublie trop souvent voilà, l'axe des X. L'axe des X est pourtant très important, l'axe du temps. Et donc, si ça ne vient pas, bien à un moment, il faut se dire, de toute façon, l'analyse que j'ai faite initialement bah, n'a plus d'intérêt aujourd'hui. Les conditions sont passées, et donc à ce moment-là, il faut sortir avec ce que l'on a. Si on est en négatif, bah, essayer de sortir au mieux. Mais à un moment donné, il faut sortir. On ne passe pas en mode espoir et on n'essaie pas de tenir une position, on ne la transforme pas sur un horizon de temps différent. On avait fait une analyse sur un certain horizon de temps, on continue sur cet horizon de temps. Au niveau du suivi, parce que là on a beaucoup parlé d'entrée de position, et bien ensuite on a un cadrage dynamique. Donc beaucoup connaissent déjà le break-even, hein,
l'équivalent du mode C pour moi, le mode confort en quelque part. Mais tout commence par d'abord un cadrage E, c'est-à-dire un mode d'entrée, et un mode où on est engagé, où on a potentiellement une perte. Si ça part dans le négatif, si ça part vers le stop, eh bien on peut avoir des cadrages D et malheureusement des cadrages F, FF et triple F. Alors le D est plutôt quand même quelque chose que l'on essaye de faire si ça part soit en notre défaveur, soit en notre faveur, mais qu'on a trouvé un autre point bas ou un autre point haut intermédiaire. Et puis quand tout commence à aller dans le bon sens, on passe en mode confort, donc le cadrage C, le break-even. Et puis ensuite, on a des suivis en cadrage B, en cadrage évidemment, alors B c'est bravo pour les premières plus-values, en cadrage A, qui est voilà, une bonne notation, c'est l'objectif potentiel, mais on essaye là d'aller au-delà. Et puis on a des cadrages double A où dans tous les cas, notre TP et notre SL sont sur le territoire positif et on va forcément gagner quelque chose. Ça peut être peu, mais ça peut être beaucoup. Et avec du triple A, ça peut être beaucoup dans tous les cas, puisque là, même le SL dépasse le TP d'origine. Donc là, c'est quelque chose qui est assez formidable, mais par contre qui est rare. Mais qui peut arriver parfois quand les marchés sont très tendanciels et qu'on a pris le train en marche, entre guillemets. Alors, on n'est pas au pips près, évidemment, mais dans une zone intéressante au départ. Donc voilà, tous ces cadrages, ça permet d'avoir en tout cas quelque chose qui ne part pas dans tous les sens et qui évite que l'on ait des regrets, des remords de sortir trop tôt ou trop tard, ou pas de manière optimum. Normalement, en suivant à la lettre ce qui est préconisé dans l'ouvrage, c'est-à-dire quand on a des nouveaux points bas, points hauts intermédiaires, ou des nouvelles informations, qu'elles soient fondamentales ou techniques, sur des indices ou des indicateurs, ou même sur un écosystème, ou sur des annonces de marché, à ce moment-là, on doit bouger les bornes du cadrage, et à ce moment-là, eh bien, de toute façon, la sortie ne se fera pas manuellement. Alors, je ne dis pas qu'il faut jamais sortir manuellement, mais la plupart du temps, on va sortir par les cadrages, et essentiellement, généralement par le stop. Mais le stop n'est pas forcément un stop loss. Il devient, au fil du temps, à partir du cadrage B, il devient stop profit. Voilà, même si côté broker, il s'appelle toujours stop loss, toujours SL, mais en fait, ça devient voilà, en tout cas dans notre vocabulaire de suivi, ça devient un stop profit. Voilà, et puis la méthode, qui est donc une méthode basée sur également le fait déjà de comprendre ce que l'on traite. Et donc comprendre que la nature des courbes, c'est ce que je traite dans mon livre, et vous verrez que c'est quelque chose qui voilà, est un peu original, parce que finalement, qui se pose réellement cette question? Qu'est-ce que l'on traite? Est-ce que oui, on traite d'accord des bougies, des ticks, des courbes, on traite évidemment de variations de prix, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la psychologie et finalement, quelle est la matière que l'on traite? Est-ce que c'est une matière finalement mathématique, économique ou psychologique? Et en réalité, on se rend compte qu'on traite surtout de la psychologie, notamment de la psychologie des foules, qui est différente totalement de la psychologie individuelle. Donc on est sur des exubérances irrationnelles, comme le disait un certain banquier central, mais on est également sur le meilleur et le pire, c'est-à-dire sur des excès, et parfois sur des zones qui sont très très piégeuses, puisque le marché ne va pas forcément dans le sens qui est préconisé par les raisonnements académiques. Je vous donne un exemple qui est l'exemple actuel, et donc comment on s'adapte au nouveau paradigme. Voilà un début de réponse. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle d'un point de vue économique, en réalité, le marché réagit positivement. À partir du moment où cette mauvaise nouvelle reste, entre guillemets, raisonnable, c'est-à-dire à partir du moment où on a une crainte de récession,
où on a une augmentation du chômage, ou une baisse des ventes au détail, ou une baisse des PMI, eh bien, le marché réagit entre guillemets positivement. Alors, quand je dis à chaque fois, c'est la plupart du temps, hein, c'est pas à 100%. Et pourtant, ça va à l'encontre des raisonnements académiques, évidemment. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que le marché se dit, en ce moment en tout cas, que des mauvaises nouvelles vont ralentir finalement eh bien, la hausse des taux et le resserrement monétaire actuel. Donc, c'est-à-dire qu'on va desserrer un petit peu les taux, ou en tout cas moins serrer les taux au niveau des banques centrales. Donc on en parlera tout à l'heure, mais vous voyez qu'on est sur des choses qui sont totalement de l'ordre de la psychologie et non pas de l'ordre des mathématiques, et j'ai même envie de dire encore moins de l'ordre de l'économie classique. Donc comprendre la nature des courbes, ça c'est très important. Et il y a donc des chapitres et des paragraphes dédiés à cette façon de- voilà, de cette matière en fait que nous travaillons. Le côté fractal, le côté moutonnier, le côté voilà, mouvement de foule que l'on a sur nos marchés. On doit travailler un triptyque temporel, alors ça je ne l'invente pas, hein, tout le monde quasiment le fait. On doit avoir une unité de temps principale et des unités de temps optionnelles, mais qui sont là tout de même pour être analysées. L'unité de temps supérieur direct et l'unité de temps inférieur direct pour vérifier les pièges. Et puis après, on descend petit à petit jusqu'à l'unité de temps la plus petite pour l'ouverture de position grâce à, grâce à l'optimisation. Et tout ça en utilisant l'analyse technique, puisqu'on est sur des courbes, donc on utilise, moi j'utilise principalement le MACD ainsi que son histogramme, évidemment le RSI, et puis le stochastique qui est mon indicateur préféré puisqu'il bat la mesure du marché en fait. J'utilise également Bollinger, les moyennes mobiles, et parfois je jette un œil sur le CCI, euh, et puis sur les ratios de Fibonacci, quand parfois ça s'y prête, hein, quand on a eu des grands écarts et qu'on peut déterminer finalement des paliers intermédiaires. Mais ce sont des choses optionnelles, tout comme le CCI, voilà, ou même le, la DMI. Donc c'est des choses de l'ordre du classique, mais des choses que tout le monde regarde, ainsi que les moyennes mobiles, Bollinger. Donc c'est évidemment des marqueurs qui ne sont pas ni overfités, ni particuliers. Il y a pas de Graal en quelque part. C'est plus une combinaison de, de, de l'ensemble. Et puis évidemment, tout ça replacé dans des canaux que l'on dessine, des figures significatives et puis des zones de support et de résistance horizontale notamment. En tout cas, l'analyse technique, c'est une chose assez formidable qui ne marche pas à 100%. On est évidemment sur des probabilités, sur essayer de détecter les, 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 les- les freins où le marché va avoir du mal à aller, et là où on va plutôt cacher notre stop. Et puis de fait, en phase de trouver des zones où le marché va être plutôt libre, sans trop d'obstacles, pour aller s'exprimer. On va rechercher donc de la liquidité à ce niveau-là, et tout ça appuyé et replacé dans un contexte fondamental, puisque c'est après tout et avant tout le fondamental quand même qui drive les cours. Donc le fondamental, c'est très important puisque c'est ce qui fait que voilà, nos marchés évoluent. L'analyse technique n'étant finalement que le moyen. Mais à l'origine, le quoi, c'est bien l'analyse fondamentale. Donc dit autrement, j'aime bien cette métaphore, donc ceux qui me connaissent la connaissent déjà, mais j'aime bien la refaire. L'analyse fondamentale, c'est typiquement le fait de dire que pendant les périodes de grand départ en vacances, on sait qu'on va avoir le samedi, typiquement, voilà, Bison Futé va dire que ça va être plutôt journée rouge, voire journée noire, sur l'axe Paris vers le sud. Et puis en fin de vacances, ça va être plutôt les retours, donc du sud vers le nord. Ça, c'est le contexte fondamental. L'analyse technique va nous
va nous donner plutôt le fait que les gens vont plutôt passer par les autoroutes ou les nationales ou prendre le train ou prendre pourquoi pas l'avion. L'analyse technique va être là pour nous donner donc les axes qui pourraient être bouchés. Si on est sur des vacances d'hiver, ça va plutôt être dans les Alpes et dans la vallée du Rhône que ça va être compliqué. Si on est sur des vacances d'été, ça va plutôt être évidemment sur, de manière classique, tout ce qui concerne la Méditerranée et puis la façade atlantique. Voilà, donc on doit mixer entre guillemets le contexte fondamental et l'analyse technique pour avoir une conviction. Donc c'est un cheminement que j'appelle SCP, qui veut dire qu'on analyse la situation, donc le S pour situation, puis ça fait émerger une conviction, parce que plus on analyse chaque détail, et plus on va avoir une conviction qui va émerger jusqu'à un moment qui va nous permettre de prendre une position. Voilà, donc avant de l'ouvrir véritablement, on optimise, et c'est là où on descend sur les unités de temps inférieures au maximum, jusqu'au tick by tick, jusqu'au pips près pour prendre cette position. Et là, on devient scalper, même si on était à l'origine swing trader. Voilà, donc c'est l'essentiel de la méthode, et donc vous voyez que c'est quelque chose qui est plus de l'ordre d'une approche générale, d'une façon de faire, d'une sorte de routine, en quelque part, plutôt que une série d'indicateurs entre guillemets magiques qui vous donneraient une réponse. Voilà. Après, chacun peut utiliser des indicateurs évidemment particuliers. Il y a tout un tas d'autres indicateurs, et on peut encore en inventer beaucoup dans ce monde entre guillemets mathématique, de dérivés en quelque part des cours. Et puis il y a tout un ensemble d'approches elles-mêmes assez complètes, hein, comme Ishimoku, les vagues d'Elliott, etc. Voilà. Et donc je vous invite après à faire en sorte que vous utilisiez plutôt ce que vous souhaitez. Voilà, quand moi je parle de stochastique, de MACD, c'est ma façon d'utiliser ces indicateurs, mais l'approche en elle-même reste universelle, quelle que soit la méthode. Voilà, on se réservera quelques questions après, mais là on va parler des nouveaux paradigmes, parce que sur le Forex, on a depuis que finalement les banquiers centraux ont, ont eu entre guillemets un dérapage de l'inflation donc non maîtrisé, eh bien on est sur un nouveau paradigme, puisqu'on sort d'une période de taux zéro, voire de taux négatif, qui a duré quand même plus d'une décennie, hein. Et donc on est sur aujourd'hui des banques centrales qui sont axées sur le principal objectif, et c'est même un retour aux sources, c'est un objectif de réduction de l'inflation, de maîtrise de l'inflation, notamment côté BCE, puisque c'est même son seul objectif, c'est son unique objectif, qui est d'avoir un close to 2 but below 2, hein. Donc on doit être sous les 2%, mais proche des 2%. Voilà, actuellement on est sur une zone euro qui est plutôt proche de 10% que de 2, donc le mandat est totalement voilà, non respecté. Donc on est totalement hors des clous. L'analyse préalable de la BCE d'ailleurs entre guillemets a été faux, puisque la BCE pensait que par la voix de sa présidente que l'inflation allait être temporaire, de faible intensité, transitoire, sont tous les mots qui étaient utilisés encore l'année dernière. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, non. Force est de constater que l'inflation, euh, elle est là de manière solide, elle est là de manière élevée, et elle est là de manière plutôt longue, puisque ça commence à faire pas mal de trimestres que l'inflation est désormais là. Donc ce n'est pas que la supply chain, puisque à l'époque on avait et tout le monde reprenait ça en cœur, hein, cette excuse, hein, de sortie de Covid, et donc d'une supply chain qui était perturbée, notamment en zone asiatique. Mais en fait, non. On a surtout eu un déplacement en fait de la masse monétaire énorme, qui a été l'accumulation
voilà, dans des actifs de type justement indice, donc action, et également immobilier. Donc on a eu comme ça, et dans le monde des cryptos également, hein, on a eu cet effet-là. Donc une accumulation. Et puis en sortie de Covid, on a eu une accélération du cycle de la monnaie. Donc la masse monétaire étant très forte et le turnover devenant également à un fort niveau, puisqu'il y avait une appétence à de nouveau consommer, et bien à ce moment-là, on a eu un dérapage et une transition de cette inflation qui s'est transmise, entre guillemets, sur les prix du quotidien et sur les services. Voilà, donc c'est ça qui s'est passé. On a également évidemment la petite cerise sur le gâteau avec depuis février-mars de cette année le front de l'Est qui a ajouté des craintes à cette inflation qui était déjà là. Et donc on a eu une sorte d'accélération et de surcouche d'inflation. Donc ça, c'est le fait que désormais, on a une inflation qui est en plus tirée par les prix de l'énergie et des matières premières. En zone euro, on a cette malchance d'avoir non seulement des cotations d'énergie, de matières premières généralement cotées en dollars, mais en plus un euro qui est désormais faible puisque la parole de la BCE est décrédibilisée et de fait le dollar américain a servi de valeur refuge. Donc de fait, eh bien, on a un double effet qui se coule en quelque part puisque en zone euro, on a non seulement des prix élevés comme partout dans le reste du monde, mais en plus le fait qu'on a un effet de change défavorable puisque l'euro-dollar est à des niveaux très faibles. Donc aujourd'hui, ce nouveau paradigme, c'est ce qui fait que les banques centrales sont très axées sur l'inflation et aux États-Unis, c'est aussi le cas. Par contre, aux États-Unis, ils n'ont pas que cet objectif. La Banque centrale notamment n'a pas que cet objectif. Elle a aussi l'objectif de maintenir un taux d'emploi, de plein emploi, et elle a un objectif aussi voilà, de manière générale, d'avoir une prospérité économique et donc d'avoir une devise élastique qui s'adapte finalement aux besoins de l'exécutif. Donc on a un resserrement monétaire pour justement essayer de freiner l'inflation. Donc un resserrement monétaire, ça signifie surtout une réduction de bilan. Donc on a eu d'un quantitative easing désormais un tightening. Donc on a eu d'abord un tapering, hein, donc une réduction graduée des facilités monétaires émises par les banques centrales, et puis désormais un tightening, donc on tente, on n'y arrive pas forcément, mais on tente d'avoir une réduction du bilan. Aujourd'hui, les bilans des deux banques centrales principales, hein, BCE et Fed, tournent autour de 9 trillions, hein, autour de 9 000 milliards d'équivalents dollars, 8 700 pour la BCE, et, et donc on est sur quelque chose voilà, qui est élevé et qui se réduit par moment, mais de manière si faible que ça en est insignifiant. C'est-à-dire que quand on réduit de quelques milliards le bilan de la Banque centrale, quand on l'a augmenté, quand on l'a doublé finalement, puisqu'on est passé en gros hein, de 4 trillions à 8-9 trillions, on l'a doublé depuis la période Covid, et on l'avait précédemment doublé, et à chaque fois on le double, d'ailleurs à chaque fois qu'il y a une crise. Donc ce n'est pas en réduisant de quelques milliards qu'on va réussir, même quelques dizaines de milliards n'y suffiront pas. Là, on parle en milliers de milliards. Donc, le resserrement monétaire, c'est une volonté affichée, et cette réduction de bilan, c'est véritablement un objectif également affiché, mais qui, pour l'instant, dans les faits, n'arrive pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas par la suite, hein, évidemment, puisque si d'aventure on avait notamment voilà, des récessions qui devenaient un peu plus fortes, là, la réduction du bilan se ferait naturellement plus rapidement.
Pour ce faire, on a également une hausse des taux directeurs. Donc on est, comme je disais, sorti d'une période de taux bas à désormais des taux directeurs donc positifs et fortement positifs, puisqu'on est en gros côté BCE à 2%, côté Bank of England à 3%, côté Fed, on est sur du 4%, et avec des objectifs notamment côté Fed affichés autour de 5% en atterrissage. Et on a un discours hawkish, donc on est toujours dans le discours, comme je le disais, sur un discours qui est plutôt faucon. Voilà, les faucons ont pris le dessus, désormais on est moins conciliant, l'économie, on veut qu'elle se ralentisse, on veut volontairement même qu'il y ait une récession aux États-Unis, notamment une récession technique, et c'est ce qui se passe. On a du moins 0,6% en PIB américain, mais moins 0,6%, c'est l'ordre du, entre guillemets, du trait, hein. On n'est pas à du moins 6%, on est à du moins 0,6%. Donc on est sur une récession maîtrisée, et qui, comme je disais, avec un pilotage élastique côté Fed, pourrait très bien revenir dans l'autre sens plus rapidement s'il en était besoin. Et c'est ça qui fait qu'on a encore une forte confiance côté US. Et malgré tout, hein, malgré que ce soit pas facile, les marchés restent à des niveaux élevés, même si on a eu des atterrissages de type, pour l'instant, soft landing, hein. On n'a pas de crash véritablement, même si on a eu quelques séances difficiles. Voilà, on est quand même sur un dos voilà, autour des 30 et non pas des 20, donc on est quand même sur des niveaux très élevés, un CAC à plus de 6000, donc on est sur des niveaux élevés malgré tout de nos indices. Voilà, donc le discours est au quiche. Par contre, il y a un discours qui s'adapte et qui, de fait, commence à entrevoir ce qu'on appelle le pivot, notamment au niveau de la Fed. Dit autrement, la Réserve fédérale, qui jusque-là avait une trajectoire de hausse des taux à 75 points de base, va très prochainement, au mois de décembre, partir sur du 50 points de base, donc une sorte de réduction dans la hausse, et on s'attend à 2 fois 25 points de base sur l'année 2023. Donc ça, c'est ce que le marché attend, c'est le consensus, c'est ce que la Fed voilà, nous glisse dans son discours d'une façon ou d'une autre. Donc dit autrement, on a encore un point, enfin 100 points de base, donc un point, donc on passerait de 4 à 5% d'ici l'année prochaine. Et la Réserve fédérale a toujours un discours au quiche en disant qu'on va continuer à le faire, donc les marchés sont confiants puisque les choses se passent comme sur le plan, euh, comme prévu, hein, comme prévu par le plan. Et on sait que la Réserve fédérale pourrait réagir plus rapidement, donc c'est-à-dire si besoin, eh ben, ne pas faire 50 points de base, mais ne serait-ce que 25 pour freiner finalement cette hausse de taux s'il en était besoin. Elle pourrait même repartir à l'inverse et de 4 points de taux directeur descendre, enfin de 4%, descendre sous les 4% s'il en était besoin à un moment donné. On a moins de confiance sur la BCE puisque la BCE est beaucoup plus lente, beaucoup plus inertielle, avec un discours beaucoup plus flou et surtout une analyse qui, je l'ai dit dès le début, pour l'instant reste à côté de la plaque. Donc la Réserve fédérale est une locomotive, la BCE suit. Par contre, la BCE suit, donc voilà, on reste confiant puisque la BCE, même si elle n'a pas de boussole, ou en tout cas une boussole déréglée, elle a tout de même, elle se raccroche au wagon et elle essaye de suivre la locomotive de la Fed. Voilà, donc c'est le pivot notamment qui va être le grand driver de ces prochains mois. C'est également ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers petits mois, et c'est pour ça qu'on a un changement de paradigme. Je viens de Donc le recevoir dollar, un email, Benoît, là, de la part de Christine Lagarde, qui n'est pas très contente de la manière dont tu juges sa politique, hein. je, je ne juge pas sa politique, ce sont des faits, hein. On est vraiment sur. Il suffit de reprendre ses discours. Elle-même déclare qu'elle ne sait pas d'où vient l'inflation qui nous arrive, donc
Voilà. Après, c'est une politique, c'est pas non plus. C'est une politique avant tout, une avocate de formation, et c'est pas. Voilà. Les marchés, c'est pas réellement à l'origine son domaine de prédilection. Donc ça peut se comprendre, mais la BCE de toute façon a toujours été avec de l'inertie, même avec Mario Draghi, hein, la BCE n'était pas en lead. Euh, voilà. Et sous Jean-Claude Trichet, on était plutôt sur le fait que l'euro devait afficher une robustesse et montrer des gages de solidité, notamment c'est ce que souhaitaient les Allemands à l'époque, avec cet euro entre guillemets naissant. Donc on avait voilà une politique qui était unidirectionnelle, et donc c'est toujours un reliquat de cette inertie et de cette unidirection, malheureusement, qui est aussi héritée. Donc Christine Lagarde a entre guillemets sa part de responsabilité sur l'analyse, mais elle a aussi, voilà, elle fait ce qu'elle peut avec entre guillemets le mandat qu'elle a, voilà, qui est de ne suivre que l'inflation, et notamment de maintenir l'euro à des niveaux élevés. Alors au niveau du dollar, qui a été valeur de refuge ces derniers temps, et qui l'est encore, pourquoi? Parce qu'on a des effets de carry trade, notamment un dollar bien rémunéré face à tout le reste. Le dollar est même finalement mieux rémunéré désormais que l'immobilier, et tout ce qui est bond est mieux rémunéré aux États-Unis que le real estate. Donc on est voilà sur des rotations sectorielles qui commencent à avoir lieu, et donc la devise reprend de la vigueur, et par anticipation le dollar était valeur de refuge depuis plusieurs semaines, et voire même plusieurs mois. Le yen est à la peine, le yen qui à l'origine a toujours été valeur de refuge depuis toujours. On avait même la BOJ, la Bank of Japan, hein, qui agissait pour contrer cet effet-là. Bah, désormais, euh, la Bank of Japan la banque centrale donc du Japon a dû être obligée de faire l'inverse de ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire elle a été obligée de soutenir son yen, alors que jusque-là, ces dernières décennies, elle était plutôt dans le fait de calmer le fait que le yen se renforce de manière trop forte. Donc le yen est à la peine, tandis que le dollar est le grand gagnant de, cette, de ces derniers mois. Et on a un retour de l'effet carry trade, j'en ai parlé, puisque vous comprenez bien qu'un dollar américain rémunéré à 4% en taux directeur contre du 2% sur l'euro, ça fait quand même voilà, 200 points de base de différentiel, c'est pas anodin, et donc c'est pour cela que l'euro-dollar a eu une baisse notable jusque-là. Avec le pivot de la Fed anticipé et l'inertie, mais le fait que la BCE devrait continuer à progresser, et donc de 2% devrait continuer à monter vers tranquillement 3 voire 4%, et bien de fait, et tandis que la Fed devrait s'arrêter à 5, et bien de fait, on a un effet de carry trade qui est en train de s'amenuiser, de ralentir en quelque part. Tandis que sur le yen japonais, on a USD JPY qui vraiment, vraiment, là pour le coup, est une paire de carry trade incroyable, puisqu'on a plus de 400 points de base de différence entre le dollar américain et le yen japonais. Donc voilà, on a des interventions qui font de très fortes bougies rouges sur le USD JPY à des moments, mais une fois que voilà, les cartouches sont grillées et que la BOJ arrête ses interventions, ensuite ça repart dans le même sens, c'est-à-dire la hausse sur USD JPY. Et donc c'est un effet qui va certainement continuer jusqu'au moment où peut-être, mais pour l'instant ce n'est pas annoncé, ce n'est pas dans les tuyaux, ce n'est pas prévu. Peut-être qu'un jour la Bank of Japan sortira également de son territoire de taux négatifs, mais pour l'instant, comme je l'ai dit, ce n'est pas prévu. En tout cas, au niveau de l'autre territoire négatif assez significatif qui était le franc suisse, ça c'est fait, on est sorti du territoire négatif, mais de manière timide. Et donc le franc suisse reste une devise évidemment de refuge, mais voilà, sans plus.
C'est toujours le dollar américain qui a la cote en ce moment. Donc l'euro, le USD CHF, entre guillemets, on voit bien que ce n'est pas tendanciel, c'est plutôt entre guillemets en équilibre face à un pivot. Par contre, on a une accélération des périodes sur toutes les paires, une accélération des périodes, c'est-à-dire que les hausses, les baisses vont plus vite et on a un renforcement des amplitudes. C'est ça le nouveau paradigme également. Il n'est pas que tendanciel, il est aussi sur le comportement. Et donc les amplitudes sont plus élevées et donc on a un grand retour de la volatilité sur les paires. C'est vrai que ces derniers temps, on pouvait à un moment donné, souvenez-vous, se dire qu'on s'ennuyait sur le forex. Bah, désormais, c'est terminé, hein. Cette période est terminée sur la FX. On est de nouveau sur une activité assez forte. Donc voilà, le nouveau paradigme se résume dans ce que l'on vient de dire ici. Et notamment, le mot-clé, c'est vraiment pivot de la Fed en ce qui concerne les semaines à venir, les mois à venir. Donc, pivot de la Fed, vous voyez, sur notre courbe euro-dollar, et on va conclure avec ça, on voit bien qu'on a eu, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on a eu plusieurs paradigmes, hein. On a eu ici une fin de épaule-tête-épaule, que l'on avait pas mal suivi à l'époque sur Univers Bourse, souvenez-vous, et on a également ici un paradigme voilà, qui est la jambe baissière, mais qui a été très très loin jusqu'au moment du Covid ici. Et donc changement de paradigme avec cet effet de losange pour un retour vers des plus hauts. De nouveau une épaule tête épaule. Et puis ensuite, eh bien, on a de nouveau, on l'avait suivi également sur Univers Bourse, celle-ci aussi. Et donc, parce qu'on suit régulièrement ce qui se passe sur le long terme. Et donc, on a eu un paradigme post-Covid, et là, désormais, un paradigme pivot de la Fed qui fait que l'euro est en train de reprendre les couleurs, puisque finalement, c'est le dollar américain qui s'estompe. Alors, Benoît, je ne sais pas si tu vois les questions, mais il y en a deux actuellement que je peux Je donner ne quelque vois part. pas les questions. Alors, quelle est la conséquence d'un resserrement monétaire effectif de la BCE sur la parité euro-dollar? Est-ce un driver du marché aussi puissant que le taux directeur? C'est un, c'est un driver moins puissant que le taux directeur, mais c'est un driver qui est là. C'est un driver qui est plus au niveau de l'activité économique et des indices. Donc, mais de fait, on est sur un effet de second tour avec ensuite un, un taux directeur qui, bon, qui logiquement devrait suivre en fonction de la récession économique ou pas. Pour l'instant, on n'est pas en récession, hein. Au niveau de la zone euro, le dernier trimestre était encore positif, très peu par contre. Pardon, excusez-moi pour voilà, le chat dans la gorge. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la récession pourrait être actée en début d'année prochaine. Maintenant, comme le marché s'y attend, c'est pas quelque chose qui va faire peur. C'est surtout au niveau de l'amplitude de la récession et la maîtrise de la récession que tout va se jouer. Donc le Et, resserrement monétaire va avoir un impact sur ce niveau de récession et donc de fait ensuite sur la hausse ou pas des taux directeurs. et donc, dernière question que je vois dans la petite boîte à questions. Que pensez-vous de la monnaie chinoise numérique? La monnaie chinoise numérique est en phase de design en quelque part, c'est-à-dire de conception. De ce que l'on sait, puisque tout n'est pas encore sur la table, mais on a quand même quelques éléments, c'est qu'on va avoir malheureusement une date de péremption. Et donc ça va totalement à l'encontre du principe de la monnaie qui permet une thésaurisation. Et donc c'est ce que j'explique hein, dans l'ouvrage Le Forex. Et donc si c'était le cas, en tout cas de manière effective hein, sur le terrain, ça voudrait dire que cette monnaie n'est entre guillemets pas une monnaie, mais plutôt une sorte d'actif voilà, qui perd de la valeur avec le temps et qui de fait s'estompe à un moment donné. Donc on va attendre de voir
véritablement, parce que pour l'instant on est plus dans l'ordre du prototypage et d'une sorte voilà, de test. Mais si cette monnaie part sur cette direction, ça sera sa grande faille et j'ai envie de dire son échec presque acté dès le départ, puisque personne n'accepterait de fait une monnaie qui à un moment donné disparaît sans laisser d'autres possibilités de transfert. Alors, il nous reste à te remercier, Benoît, de cette intervention, remercier tous les participants qui ont suivi donc, ce premier webinaire de l'après-midi. On va en avoir bien sûr d'autres. Je vais accueillir maintenant Amélie. Alors, la petite particularité, c'est que pour le coup, pour ma part, je suis au Luxembourg, donc au siège social de Self-Invest pour organiser cette journée de webinaire. Benoît était à son domicile, mais pour le coup, et les autres intervenants sont également à leur domicile. Là, Amélie va être à mes côtés physiquement, j'aurais presque tendance à dire. Donc, je vais lui passer la main et mettre sa présentation. Donc, ça va nécessiter 2-3 petites minutes. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions, sinon je vais laisser clôturer. Non, je n'ai plus de questions, hormis des remerciements. Je vais laisser Benoît clôturer. Et on va faire une petite transition très rapide et ça sera donc au tour d'Amélie. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir écouté donc voilà mon point de vue un petit peu sur l'état voilà, du Forex actuellement et du contexte fondamental et de la façon dont on peut appréhender voilà, ces évolutions. Donc maintenant, je vous invite, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à lire les ouvrages voilà, que j'ai rédigés, le trader privé qui parle de cette approche hein, que je vous ai un petit peu exposée aujourd'hui, et puis le Forex qui vous parle de ce fameux marché sur les devises que j'appréhende au quotidien. Donc voilà, je vous remercie, à bientôt. Merci Benoît, à bientôt pour un prochain webinaire, puisque je le rappelle, hein, la plupart des intervenants, même tous les intervenants de cette journée de webinaire, interviennent par ailleurs de manière régulière dans le cadre de webinaires, mais cette fois-ci de webinaires thématiques et uniques. Voilà, je vais reprendre la main et je coupe l'enregistrement.